bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents à la table ronde dédiée à la place des femmes dans les milieux artistiques animée par Louise Castiella, artiste peintre et membre de JAT, et moi-même, Christiana Lima, artiste plasticienne et membre de JAT. Même dans les domaines tournés vers l'expression et la liberté comme le cinéma, la peinture et la musique, les femmes sont encore confrontées à des freins comme le manque de reconnaissance, l'accès inégal aux ressources, les stéréotypes, le harcèlement et j'en passe. Mais il y a des femmes qui arrivent à marquer le terrain et à trouver des manières de faire leur place. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir 3 femmes incroyables qui ont réussi à se démarquer, à affronter des obstacles, trouver des leviers, et elles vont nous raconter un peu leur parcours et nous partager leurs petites astuces, on va dire, et ce qu'elles ont reconnu. Louise, tu veux nous les présenter ou pas? Oui. Alors, pour commencer, Céline Boudier, alias Club Céleste. Tout à fait. Alors, tu es musicienne et compositrice. Ta musique mêle pop sensuel, électro et des notes de jazz, avec des textes introspectifs sur la santé mentale, la féminité et l'émancipation. Engagée, tu as créé avec d'autres artistes femmes le collectif La Sulfureuse. C'est exact, c'est ça. Trop bien. Ensuite, Cécile Cournel. Salut. Comédienne et réalisatrice multiprimée. Tu es l'auteur du court-métrage Maman t'avait dit sur le harcèlement de rue et la peur de rentrer chez soi seul le soir. Sélectionnée dans une trentaine de festivals, dont le prestigieux SXSW aux USA, Côté Court, Villeurbanne, Itinérance. Et ensuite, Maoré, tu es artiste peintre, figurative, tu explores les notions de l'intime, du lien à l'autre et les processus intérieurs d'émancipation en t'inspirant du symbolisme médiéval, la science-fiction, les jeux vidéo et la pensée queer. Tout à fait. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous poser une question un peu simple. Quand est-ce que dans votre parcours d'artiste femme, vous avez vous avez compris que vous auriez sûrement des soucis, Des challenges. Des challenges, oui. Je parle en frère, du coup. Moi, j'ai tout de suite ressenti ça, en fait, dès le départ. Parce que dans la musique, en fait, on est très vite confronté justement à à l'autre, à la technicité aussi. Et c'est vrai que il y a une espèce d'image des chanteuses, très image d'Épinal, voilà, la chanteuse qui dit rien, qui est juste dans son coin. Et très vite, j'ai été confrontée en fait moi à cette problématique parce que j'avais des groupes au lycée déjà de rock et moi j'avais pas envie de garder ma langue dans ma poche quoi. Donc tout de suite en fait je me suis sentie soumise un peu à cette contrainte en fait de vouloir m'exprimer tout de suite et de pas qu'on reçoive pas forcément mon message voilà en priorité. Ok. Vous deux peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt... J'ai commencé en tant que comédienne et je dirais c'est d'abord avec les rôles qu'on me proposait, qui étaient souvent des rôles de faire valoir ou des rôles que je trouvais vraiment pas du tout intéressants. Et c'est plutôt les réflexions que je pouvais avoir en casting ou les réflexions sexistes en général. Et donc c'est aussi pour ça que après j'ai commencé à écrire mes propres trucs et à vouloir faire mes trucs à moi, parce que là au moins j'étais pas dépendante d'un regard et d'un désir de quelqu'un d'autre quoi. Voilà. Et moi je pense que c'était quand j'étais en école d'art où on avait des cours d'histoire de l'art beaucoup et où il y avait aucune femme dans les cours qui était citée dans les artistes et où là j'ai commencé à prendre conscience que déjà qu'on n'avait pas de modèle et que c'était assez injuste. Et là, je pense que c'est la première fois que je me suis dit: «Ah tiens, en fait, c'est vrai que dans l'histoire de l'art, moi, je suis une femme et j'ai envie d'appartenir à la création contemporaine et j'ai pas trop de modèles». Enfin, on m'a pas appris, en tout cas, de modèles, dans mes études. C'est surtout là, je pense que ça a commencé. Justement, du coup, j'en profite. C'était un peu... on l'avait pas tourné dès maintenant. Mais toi, quand tu t'es vraiment confrontée à ça, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as senti que tu dois aller faire des recherches par toi-même
pour réussir à trouver des identifications dans tes cours d'histoire ou même juste trouver des personnes à qui t'identifier en tant qu'artiste? Oui, en fait, on était plusieurs, dans ce cas-là et justement, on a essayé de créer, un collectif où on essayait tous de venir, tous et toutes, puisqu'il y avait, des hommes comme des femmes, de venir avec, justement des artistes, des noms d'artistes. Au début, vraiment des femmes, puis ça s'est élargi à des artistes invisibilisés, que ce soit des artistes queer ou racisés et ça nous a permis comme ça de faire nos propres connaissances et d'enrichir notre bibliothèque intérieure d'artistes, avec plein d'artistes, principalement des femmes, mais pas que, qui étaient géniales et qui nous ouvraient à plein d'autres, différences, mais qu'on n'avait jamais appris dans les cours, quoi. Trop bien, merci. Tu veux pas enchaîner? Comment? T'avais pas d'autres questions? Non, ça. Non? Ok. Je vais revenir à la musique. Céline. C'est vrai que les femmes compositrices, même si elles représentent encore que 10%, elles prennent plus de place. Et je pense que c'est notamment après le mouvement MeToo que ça a pas mal changé, que ce soit même dans le cinéma. Encore dans le cinéma, en 2024, par exemple, à Cannes, il y avait que 20% de femmes qui étaient représentées en tant que réalisatrices, ce qui est vraiment très, très peu. Mais c'est vrai aussi que du coup, le mouvement MeToo, même s'il a été très fort par rapport à ce scandale, à des vérités qu'on a découvertes, ça a permis aussi d'ouvrir des portes et à plus de reconnaissance. Et il y a des collectifs qui ont effectivement pris la parole. Toi, Céline, comment tu as vécu est-ce que tu as été témoin aussi, par exemple, de cet harcèlement dans ton parcours musical? Comment tu as réussi à trouver ta place et comment tu as réussi justement à vivre tout ça? Déjà, oui, c'est vrai que j'ai eu un parcours quand même assez long, justement, un peu avant MeToo, où justement il y avait cette comment dire, il y avait vraiment cette pression quand on était chanteuse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des studios, de sentir vraiment que en fait, soit on était la meuf du moment et du coup fallait tout de suite dégainer, soit vraiment on était un objet en fait, et ça c'était assez compliqué et on n'avait aucune considération comme en tant que technicienne en fait, en tant que compositrice. Moi ça m'a vachement heurtée en fait pendant très longtemps, parce que j'ai appris la musique, j'ai un bagage technicien, technique, mélodique, et que en fait j'aurais aimé qu'on me considère tout de suite comme ça, quoi. Donc c'est vrai que jusqu'à, on va dire, le MeToo et encore un peu après, il y a vraiment eu il y a vraiment cette pensée-là autour des chanteuses, je trouve, qui se faisait un peu diriger en fait, un peu, voilà. Et c'est vrai que, on en a beaucoup discuté avec des amies chanteuses autour de moi. Et c'est pour ça que ça nous est venu l'idée de créer le collectif La Sulfureuse, parce qu'en fait on l'a créé un petit peu avant le Covid, ce collectif. On avait vraiment envie de se donner de la force et on trouvait que justement il y avait une sorte de rivalité inconsciente entre les chanteuses, complètement initiée par l'industrie de la musique, par le patriarcat, par tout ça, la société, quoi. Et nous, on avait vraiment envie de changer les choses et de s'apporter vraiment de l'aide, de se donner des tips, des conseils, voilà, des contacts aussi, quoi, et de se dire les choses concrètement, sincèrement, sans détour. Et donc voilà, ça nous a porté pendant assez longtemps. À la base, c'était petite chose qu'on avait créée vraiment entre copines, et puis on l'a un peu ouvert à d'autres chanteuses après. Il y avait aussi une artiste plasticienne dedans, Julie Jupe, qui était avec nous. Et donc voilà, on a fait pas mal de soirées et de concerts, et c'est vrai que ça nous a beaucoup porté, donné de la force, et vraiment on a eu vraiment cette image différente de la chanteuse, qui est plus dirigée en fait, qui décide par elle-même, qui est productrice aussi de ses morceaux, de ses compos. Et ça, c'était important pour nous aussi, d'apparaître comme des chefs d'entreprise en fait, des entrepreneuses, voilà, dans la musique. Ouais, des chefs de file. Exactement. Voilà. Dans ton collectif, il n'y a pas que des musiciennes? Il y avait pas que des musiciennes, non, on était vraiment chanteuses à part entière, artistes chanteuses, productrices, musiciennes, compositrices, voilà.
entre autres. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as senti, je sais pas, ça prend beaucoup d'énergie, j'imagine, de devoir se justifier, de se démarquer et de pouvoir dire, en fait, c'est pas parce que je suis une femme que je suis moins qualifiée que vous. Ah bah totalement. Ouais. C'était, je vais dire franchement, ça a un petit peu changé depuis quelques années, mais c'est vrai que très souvent en studio, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très souvent le cas. Par exemple, quand j'arrivais avec un bagage technique, un vocabulaire, très souvent en fait, on pensait que j'avais pas les skills en fait. Très souvent, on doutait un peu de ma parole et on doutait un peu de mes idées en studio. Et très souvent, j'ai dû me justifier en disant bah non, on peut tester des choses et à l'inverse de collègues masculins à moi qui avaient aucun mal en fait à faire passer leurs idées directement en fait en studio. Et ça, c'était assez chiant. Ouais. Chapeau. Et comment t'as fait alors? Tout simplement en fait juste en essayant de faire comprendre que l'idée c'est juste une idée et qu'en fait elle doit passer il y a pas il y a pas à genrer l'idée en fait tout simplement c'est juste expliquer que on essaye des choses et que c'est pas parce qu'on a le vocabulaire identique qu'en fait notre parole elle est moins importante et voilà que notre idée vaut moins derrière en fait. Que quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et toi, Cécile, pardon. Je savais que j'allais me tromper à un moment, moi aussi, c'est je sûr. savais. Est-ce que toi, ça a été une grosse difficulté de passer de comédienne à réalisatrice? Est-ce que tu as senti que, par exemple, ton changement de position, si on peut le dire comme ça, c'est changement de métier, il a été plus compliqué à justifier ou ça a été même pas un sujet au final? Bah ouais, je dirais qu'en fait c'était plutôt agréable. Enfin, moi je trouve ça. Enfin, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanouie en tant que réal qu'en tant qu'actrice. Après, je pense que c'est aussi parce que il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Et j'ai envie de parler de beaucoup de sujets, donc je suis très heureuse là-dedans et je me sens beaucoup plus en contrôle de de qui je m'entoure. Ouais, qu'est-ce que je fais, quel projet je fais. Donc ouais, non, ça a pas été une difficulté. En fait, c'est vrai que j'étais souvent entre les deux et c'est juste qu'il y a plus de portes qui se sont ouvertes en tant que réal avec mon film notamment et comme ce film-là, je sens l'arsène qui revient. Comme ce film-là, en fait, je l'ai fait avec une équipe que je connaissais, qui était en plus des gens bénévoles, qui étaient la plupart des amis. Enfin, vraiment, c'était un cocon, quoi. C'était ce film, c'était vraiment un plaisir à faire. J'ai pas, en fait, je recherchais depuis tout à l'heure. Je me dis, est-ce que j'ai une mauvaise expérience vraiment forte? Et finalement, non. Pour l'instant, en tant que créa, je touche du bois, mais j'ai pas fait aussi énormément de choses. J'ai fait 2 courts-métrages. Et j'ai fait un long métrage cet été. Et pareil, ce long métrage, c'était dans des conditions un peu folles, mais malgré tout, avec des gens bienveillants. Et je pense que c'est vraiment comme ça que, pour l'instant en tout cas, parce que j'en ai eu la possibilité, comme je me suis entourée de personnes bienveillantes et super, en fait, j'ai pas eu de problème. Ouais. Voilà. Et dans ton entourage, genre, est-ce que tu vois dans ton entourage pour les autres femmes, est-ce que ça change quelque chose pour elles? Enfin, est-ce que c'est difficile ou pas du tout? Enfin, est-ce qu'elles sont confrontées à certaines problématiques? Tu veux dire les femmes réalisatrices, pardon. Si j'ai des femmes amies, genre réalisatrices qui m'ont oui, en fait, je crois que en fait, j'ai l'impression que c'est même pas lié au milieu. J'ai l'impression que c'est lié au fait d'être une femme et j'ai l'impression que c'est tout le temps des petites interactions avec des hommes, je sais pas, des petites remarques sexistes qui fait que le sexisme ordinaire qui fait que mais j'ai pas l'impression que ce soit lié au fait d'être réel. Pas comme toi par exemple en tant que chanteuse où il y a vraiment ce truc de image d'Épinal et tout ça. Justement en fait en tant que réel, j'ai l'impression qu'on sort de ce truc-là. Alors qu'en tant qu'actrice pour le coup là, j'ai plein d'histoires de femmes qui ont des situations horribles de casting avec des rôles horribles, de femmes potiches complètement débiles, des trucs où tu dois jouer ça et t'y crois pas du tout et tout le monde, on te regarde comme un objet, donc là j'ai beaucoup plus de cas.
Ok. Mm. Tu peux nous en citer quelques-uns ou pas du tout? Du coup, ouais, je pensais à une amie qui passait un casting pour un boulevard. Et non, j'en ai encore. Là, par contre, j'en ai un pire, mais ouais, mais non. Dans l'échelle du pire. Un truc à pauver. Bon, je veux dire celui-là. Elle passait à ce casting pour le boulevard et j'arrive plus à me rappeler exactement, mais je m'en rappelle que son rôle, il était, mais c'est vraiment une femme qui trompait son mari et qui, mais enfin, bon, c'est le boulevard. Enfin, non, j'arriverai pas à donner une anecdote vraiment précise. Mais par contre, ce dont je me rappelle, et là c'est moi qui ai vécu ça en tant que comédienne, c'est une fois, j'étais dans une école de théâtre et on passait une scène. Donc c'était une école, un cours d'essai. Et vraiment la scène, c'était un truc qui se passait rien de sexuel, enfin vraiment. Et le prof disait à l'autre gars, mais regarde là, regarde ses seins, vas-y tourne autour d'elle, mais tu peux toucher. wow, C'est terrible. Et moi j'avais oublié cette histoire, c'est une amie à moi qui était là et qui me l'a rappelé il y a pas longtemps. J'étais genre waouh, j'avais complètement oublié. Et lui, après, le mec, il avait pas osé. Et après, il était, merde, pourquoi j'ai pas osé et tout. Bah, normal que t'aies pas osé, mec. C'est trop bizarre. Bon, bref. Des trucs comme ça, ouais. Waouh. Ouais. Vraiment, j'ai même pas de mots. Ouais. Bah, on pourrait en parler des heures sur les différences et les anecdotes, etc. On va plutôt se concentrer sur ton court-métrage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce que Bien tu sûr. parles? Alors, donc, ça parle de la peur de rentrer seule le soir. Et en fait, c'est une jeune femme en fait, tu suis une femme, mais comme un jeu vidéo, où en gros, sa mission, c'est de rentrer chez elle. Et tu vois depuis la soirée jusqu'à chez elle. Et tout est en mode jeu vidéo. Donc, t'as le thermomètre de stress. Tu peux analyser les gens. Et t'as une possibilité, genre il y a des jeux vidéo comme ça où tu peux avoir plusieurs possibilités quand il se passe quelque chose. Bon, par exemple, à un moment, il y a un mec qui l'aborde, qui lui dit Mademoiselle, t'es jolie. Et t'as la possibilité ignorer, insulter, me dire merci. Et donc, selon ce que tu choisis, ça va influencer le jeu autrement. Et voilà, c'est tout ça. Et derrière, en fait, il y a un slam que j'avais écrit. En fait, c'est ça la base, où tu suis en fait toutes ses pensées, tout ce qui se passe dans sa tête. Donc voilà, en gros, c'est ça le court-métrage. Et comment t'es venue l'idée? Bon, de notre vécu, je pense. Ouais, en fait, j'avais écrit juste le refrain qui dit maman t'avait dit de pas rentrer tard la nuit, enfin tout un petit refrain comme ça. Je l'avais écrit pour moi le soir parce que justement j'avais peur quand je rentrais et je connaissais pas de chansons qui parlaient de ça. Et je sais pas, j'avais besoin d'un truc auquel m'accrocher, je sais pas pour pas que mes pensées elles partent dans tous les sens, mais vraiment m'accrocher à quelque chose. Et du coup, j'avais écrit ça juste pour moi, mais pour moi, c'était vraiment mon petit secret pour moi. Et je l'avais lu à ma cousine dont je suis très proche, qui m'avait dit, mais c'est tout à fait ce que je ressens, vas-y, pousse-le plus loin. Et après, il y a eu le confinement. Et donc, j'avais rien à faire parce que à ce moment-là, j'étais plus comédienne. Et donc, je l'ai écrit, mais vraiment en tâtonnant parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais écrit de slam. Et donc, j'ai tout écrit et après, je l'ai défendu en scène ouverte. Et de là, vraiment, ça ouvrait énormément de discussions. Enfin, c'est génial, quoi. Chez les femmes, chez les hommes. C'était hyper intéressant. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu le pousser plus loin. J'ai trouvé un compositeur pour composer la musique derrière. Et après, j'ai fait ce que à l'époque, j'appelais le clip de ce slam. Et finalement, c'est devenu plus un court-métrage clip, quoi. Voilà. Merci. Mais justement, chez les hommes, comment ça a été reçu? Parce que moi, je me suis posé la question justement de comment eux, ils perçoivent, parce que ton court-métrage, enfin, il parle à nous toutes. Enfin, on a toutes peur de rentrer le soir seul. Enfin, on trouve des astuces, les écouteurs, pas passer sur cette rue. Moi, personnellement, je prends le vélo parce que je me sens beaucoup plus safe. Par exemple, je sais que je vais pas me faire emmerder. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, comment un homme qui regarde ce film, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il se remet pas en question? Est-ce que ça lui parle? Est-ce que il va se poser la question, mais moi, j'en ai des filles dans mon entourage, j'ai des copines, enfin, ça m'est jamais venu à l'esprit. Enfin, est-ce que tu as eu des témoignages, des proches, de personnes que tu connais absolument pas? Donc, vraiment, moi, le point de vue des hommes, pour le coup, m'intéresserait beaucoup sur ça. Alors vraiment, j'ai eu de tout, mais de tout. Là, il y a eu des hommes qui m'ont dit, enfin, ce que je voulais moi au départ, c'est que les hommes se disent,
ah waouh, c'est ça que vous vivez, parce que je trouve que c'est difficile à expliquer en fait. Bah ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais écrit au départ. C'est parce que dire, ouais, j'ai peur quand je rentre. Ah, ok, t'as peur quand tu rentres. Mais en fait, c'est pas ta peur. C'est l'hypervigilance, c'est la survigilance, surprojection. C'est tout ça, quoi. Et donc, la meilleure des réactions que je voulais, c'était, ah, ok, je comprends. Waouh, c'est chaud. Il y en a après, ça m'a surprise plus qui m'ont dit, ah, moi aussi, je ressens ça. Mais bon, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est pas la même peur. On peut avoir peur de se faire frapper, racketter, mais c'est pas pareil que d'avoir peur de se faire agresser sexuellement. Je pense que c'est pas au même endroit. Je pense pas non plus. Non, ouais. Et après, il y en a qui ont, enfin, et ça te rend humble. Après, je sais que quand je l'ai fait, je me suis pas dit que ça allait changer le monde ou quoi, mais en fait, je pense que les gens qui comprennent ce que je veux y dire, ce sont que les gens qui sont prêts à l'entendre et qu'en fait, tu vas pas changer les mentalités avec ça. Mais par contre, ça, c'est une bonne base pour ouvrir la discussion et justement pour débattre. Et il y en a déjà qui ont rien compris, qui disaient elle a qu'à pas rentrer, enfin elle a qu'à ne pas sortir, tu vois. Lol. Mais ça, c'était vraiment Restez chez vous, n'ayez pas de vie. Ça, exactement. Soyez sages. Fait, pourquoi c'est pas raccompagné par le gars au début, parce qu'au départ il y a un pote, mais il pourrait la raccompagner. Enfin, du coup, c'est un peu décaler le problème et dire en fait non, le problème c'est la restriction de liberté, c'est ça le vrai problème. Mais en fait, tant que t'es pas, enfin tant que c'est pas important pour toi, tu t'en fous. En fait, tu as pas. En fait, je pense que tant que tu vis pas la chose, tu ne peux pas comprendre ce que c'est d'avoir cette peur-là et d'être dans l'hypervigilance, comme tu dis en fait. Ouais, c'est difficile de se mettre à la place de l'autre sans être concerné, quoi. Je pense que tu peux l'entendre, mais Tu le vis pas. Ouais, quoi. tu le vis pas. Ouais. Après, il y en a qui voulaient le vivre, qui voulaient être empathiques, et ceux-là, ils l'ont reçu. Mais c'est que ceux-là, ceux qui sont déjà prêts entre guillemets, quoi. Disposé. Oui, qui étaient déjà. Ouais. Mais les autres. Après, j'ai fait dans plein de milieux différents. Je suis allée en prison, dans les prisons pour hommes, prison pour ados aussi. J'ai fait vraiment. Il a vraiment une vie même au-delà de tous les festivals. Il a une grosse vie et c'est là aussi où j'ai pu avoir ce genre de réflexion, des fois des trucs vraiment hardcore. Mais c'était hyper intéressant de voir tout ce que ça ouvrait chez eux, tout ce que, enfin, c'était super, c'était génial. C'est pour ça que j'ai fait ce film. C'est pour ces discussions-là après coup, quoi. Surtout. Et tu vas en faire quelque chose de toutes ces réactions et ces témoignages? Ah j'avais pas pensé, non. Je sais pas, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas en vrai. Ouais, je pense que ça serait bien en vrai d'avoir un retour, que ce soit visuel ou écrit, enfin peu importe sa forme, mais c'est vrai que avoir une trace, genre, je pense que ça serait intéressant. Juste, il était comme ça. J'y penserais. Ouais. Merci. Question pour toutes vous deux. Ça se dit toutes vous deux? On va le dire. On va le dire. Est-ce que vous, depuis que vous exercez ces métiers, vous voyez des mentalités changer, des perspectives, des évolutions? Est-ce que vous croyez qu'on va vers du mieux, on stagne ou pas du tout? Moi, je trouve, franchement, j'ai l'impression que il y a justement un meilleur accueil en fait, enfin comment dire, des femmes autrices, compositrices, interprètes, productrices, enfin qui ont une multicasquette en fait et qui sont pas mono métier. Enfin parce qu'aujourd'hui, de toute façon, dans la musique, on doit avoir plusieurs casquettes de base. Je dirais même dans les milieux artistiques. Oui, pas que. Oui, voilà, complètement. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a quand même un meilleur accueil et justement une plus grande considération aussi, ne serait-ce que justement pour les métiers techniques en fait de la musique où il y a plus de femmes maintenant qui sont justement ingé son, voilà, qui sont ingénieuses mastering, mixeuses, enfin vraiment il y a de plus en plus en fait de femmes dans ces métiers-là qui sont techniques et je trouve du coup un meilleur respect, un meilleur accueil et du coup une meilleure réception de quand on a besoin de s'exprimer, que ce soit justement sur scène, quand on est en train de faire des balances, les techniciens, alors que
Il y a encore 5 ans, c'était... Enfin, non, en fait, toi, t'es chanteuse, tu dis rien. En fait, moi, je connais mieux que toi et ta voix, je vais la mixer comme j'en ai envie, en fait. Alors que non, on sait, en fait, comment notre voix, elle va sonner et on a l'habitude. Et moi, ça fait 15 ans que je suis dans la musique, quoi. Donc, voilà. Et vraiment, j'ai vu cette évolution progressive dans les salles, beaucoup. Vraiment une meilleure réception, meilleur accueil et voilà. Ça commence à changer. Et dans les écoles aussi, un peu plus. Voilà. Dans les écoles? Bah, c'est-à-dire que moi, j'étais en jazz et c'est vrai que bah moi j'étais en atelier, j'étais la seule fille dans l'atelier et chanteuse. Il y avait que des soufflants, ce qu'on appelle, enfin ou des voilà d'autres musiciens. Et bah moi très souvent en fait, on prenait pas des pincettes pour me faire des réflexions à part comme les garçons quoi. On arrêtait tout, on me parlait devant tout le monde comme ça, enfin sans ménagement. Voilà, donc c'était assez dur à vivre, alors que voilà, ce prof en particulier, bah prenait le temps d'aller voir les garçons pour leur faire des réflexions à la fin de l'heure, ce qui moi ne m'était pas arrivé. Voilà. Mais bon, après on s'est bien entendu avec ce prof, mais sur le coup, bref, il y avait des petits problèmes comme ça. Et donc je trouve que dans les écoles, quand même, pour revenir à ça, ça commence un peu à changer aussi dans le respect aussi. Oui, parce que ça commence souvent là, en plus. Bah c'est ça. Le manque de C'est, représentation, justement, Exactement. il vient là. Et la vulnérabilité, elle vient aussi de là, de comment on est considéré en cours et voilà, avec l'ascendance des Ouais. profs, voilà. Bah, c'est vrai que moi, je vais beaucoup à tes concerts. J'adore le monde de la musique et c'est vrai que j'en vois de plus en plus, notamment depuis que bah il y a le collectif Chercher la femme et le Woman on Stage. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus de techniciennes et c'est vrai que quand tu arrives dans une salle et que tu vois ces femmes, tu te dis, en vrai, ça fait plaisir. En mode power girl, quoi. Donc voilà, c'est cool. Moi, je veux aussi croire que les choses évoluent. Enfin, j'ai envie de me dire ça. Après, c'est vrai que des fois, quand j'entends toutes les histoires de violences sexistes, sexuelles, enfin, vraiment, là, on voit avec l'affaire de Pardieu, avec tous les trucs qui sortent tout le temps. Et du coup, dans ces moments-là, je me dis, ouais, on n'est pas arrivé au bout, hein. Ouais, on n'est pas sorti quand même. Voilà. Et je pense que, en ce qui me concerne, je pense que je suis trop... Ça fait trop peu... Enfin, je dirais, ça fait depuis combien de temps que je suis intermittente? Ça fait 2 ans, 3 ans. Donc, je suis un bébé, j'ai l'impression. Donc, j'ai pas eu, comme toi, la possibilité de voir vraiment l'évolution. J'ai l'impression qu'il y en a une. J'ai l'impression que quand je dis que je suis une femme réelle, c'est pas, il y a personne qui va me remettre en question ou il y a personne qui va trouver ça bizarre. Ou au contraire, même au niveau production ou quoi, on va dire c'est plutôt un plus maintenant d'être une femme réelle. Il y a c'est pas une génial. discrimination positive. Ouais. Que je trouve du coup qui m'arrange. Mais voilà, dès que j'apporte des sujets féministes et tout ça, là les gens ils vont ok, ils savent que ça va vendre. Donc c'est quand même voilà, bon. Voilà, c'est positif, on va dire. Merci beaucoup. Trop bien. Ben, on va passer à toi, Mao. Du coup, ton travail, il mêle peinture, poésie, sculpture et ton vécu personnel. Alors moi, je me demandais qu'est-ce qui t'avait donné envie de te lancer dans cette voie artistique? Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que avant, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec l'art. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours, l'art prenait une place de plus en plus grande. Et en fait, je passais le plus clair de mon temps dans les galeries, dans les musées. Et je faisais plus que ça, quoi. Et en fait, j'ai voyagé notamment aux États-Unis. Et là, j'ai vraiment découvert. Enfin, j'ai eu accès à de la peinture pour laquelle on n'a pas beaucoup d'accès en Europe, la peinture américaine. Et là, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Et je me suis un peu dit, mais comment des gens ont pu faire un truc pareil, c'est fou. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça moi aussi. Et du coup, là, j'ai commencé à préparer l'école d'art justement en me disant, bah, je veux devenir peintre. Et puis après, progressivement, c'est devenu mon métier. Ok. Et du coup, petite question en plus, qu'est-ce que ça représente pour toi, être artiste peintre? Ben, c'est vrai que ça représente beaucoup de choses parce que forcément, c'est un pas de côté de devenir artiste puisque c'est une profession qui est tellement différente et tellement spécifique. Après, en effet, je pense que
c'est aussi une voie d'émancipation et d'avoir une forte individualité. Il faut aller se chercher, se challenger. Enfin, dans tous les métiers artistiques, quand même, il faut être proche de soi, on va dire. Et du coup, je pense que c'est aussi un chemin personnel. Donc pour moi, ouais, ça représente beaucoup personnellement. Et puis surtout, c'est un plaisir. Enfin, c'est une vie géniale, quoi. Ouais. Et du coup, toi, en tant que femme, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences en tant qu'artiste peintre ou dans ta scolarité, dans les études d'art, par exemple? Ben, étrangement, pas tant que ça. Parce que, et je pense que c'est un peu ce que l'une de vous disait tout à l'heure, savoir s'entourer aussi de gens bienveillants, etc. Après, forcément, il y a, voilà, il y a des inégalités un peu partout, mais moi, j'ai plutôt senti, donc aussi, il y avait, voilà, ce paramètre de la conception du peintre homme, voilà, que les femmes ne peuvent pas peindre, qu'elles ont rien à dire, tout ça. Mais une fois qu'on a un peu dépassé ça, en fait, j'ai trouvé, à la fois pendant mon parcours d'école, mais aussi beaucoup au début de ma carrière professionnelle qui n'a que 2 ans, donc ces 2 dernières années, j'ai trouvé beaucoup de femmes en fait sur mon chemin, et beaucoup de femmes hyper indépendantes, hyper brillantes, hyper inspirantes. Et ça m'a aidé aussi à m'identifier directement et à faire mon chemin en me disant, bah, je suis aussi beaucoup entourée de personnes qui me ressemblent, et du coup, ça me donne confiance. T'es au bon endroit, quoi. Ouais, ça va, ça va. Trop bien. Et moi, je me posais la question aussi par rapport aux institutions, par exemple, ou aux structures artistiques, aux galeries. Est-ce que, du coup, tu as pu rencontrer des obstacles particuliers dans ta jeune carrière? Bah, en fait, c'est difficile à dire parce que, enfin, je veux dire, on est quand même en 2025, les gens savent qu'il faut pas être sexiste, il faut pas être validiste, il faut pas être homophobe. Bon, il y a globalement, les gens se tiennent. Globalement. Globalement, mais du J'adore. coup, on n'est pas confronté forcément directement. Après, je sais que, bah voilà, il y a des stéréotypes, je pense, sur les personnes, sur les femmes, sur les personnes queer, sur le handicap, etc. Auxquels c'est difficile de voir directement. Ouais. Après, moi, il y avait aussi quelque chose que je voulais dire là-dessus, c'est aussi sur les représentations. Oui. Et donc, c'est peut-être ça le lien avec l'institution. C'est que en fait les représentations donc picturales, figuratives, surtout dans la peinture qui est un médium très très historique traditionnel, il y a quand même très peu de représentations qui sont pas stéréotypées sur la place des femmes, sur leur rôle aussi dans la narration. Enfin, j'ai l'impression que quand je crée des tableaux, j'ai un travail narratif, et que même moi, j'ai du mal à mettre en personnage principal une femme, en fait. Et je dois toujours me pousser et aussi, voilà, faire d'autres représentations. Aussi, en tant que personne queer, j'ai du mal à mettre en scène des femmes qui s'aiment dans des histoires d'amour qui sont lambda, enfin, qui sont ni objectifiées. Et pourquoi t'as du mal? Bah, c'est une super bonne question, je ne sais pas. Ouais. Parce que je n'en vois pas. Ouais, c'est la Je n'en vois non-représentation, pas. en fait, encore une fois, Ouais. quoi. Et puis je pense que c'est ancré, tu sais, dans l'inconscient, en mode, tant que tu l'as pas vu pendant des années Ouais. à foison, en fait, tu te dis pas, bah c'est normal, en fait. Il Je faut vais pas commencer. me poser la question, je Oui. le fais. Non, mais c'est vrai. Et Mais ça même, prend du temps. Ouais. oui. Et même mettre des personnages féminins forts, intelligents, pas forcément hyper, où c'est pas leur côté le plus sexy le premier. Ça aussi, c'est un truc, on doit se forcer et on doit se dire, allez, go, on y va. On va mettre ces personnages dans nos récits, dans nos peintures, dans nos. C'est vrai que parfois c'est soi-même avec soi-même, quoi. Aussi, hein. Complètement, ouais. Mm. Oui. Et je voulais aussi te poser une question par rapport au fait qu'on voit de plus en plus d'expositions exclusivement féminines. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de bien, un levier de visibilité, ou bien c'est plutôt enfermé dans une cage, enfin, donner une étiquette aux Ouais. femmes, quoi? Ben, j'ai pas un avis définitif. Enfin, de toute façon, voilà, chacun peut bien penser ce qu'il veut. Après, moi, certaines peuvent être un peu agaçantes et tout. En fait, je me dis, c'est plutôt une question qui a la voix, qui a la parole, qui a la visibilité,
qui a une forme de pouvoir dans pouvoir dire, pouvoir faire, pouvoir exposer. Et du coup, pour moi, c'est peut-être ça le plus important plutôt qu'un truc marketing ou glamour où voilà, on est engagé. C'est plutôt se dire concrètement qui maintenant peut s'exprimer, qui pouvait pas forcément s'exprimer avant. C'est peut-être plus Complètement. ça que je cherche moi à me dire ça quoi. Ok, trop bien. Merci. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu... Enfin, en vrai, je trouve ça chouette qu'on fasse des expositions sur les femmes. Enfin, ouais, sur les femmes peintres, artistes, peu importe. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le fait qu'on dise c'est des artistes femmes. Ouais. En fait, on les cible en tant que telles, alors qu'en vrai, ça reste le même métier que celui qui est artiste homme. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un versant négatif dans le sens où on les met encore de côté, tu vois, genre on les highlight temporairement, on va les voir. Ok, c'est chouette parce qu'elles sont visibles, mais moi je pense que le fond, c'est un peu ce que tu disais, c'est dans l'intention des institutions, des musées, elles devraient être à côté, ensemble. Enfin, créer une cohésion et changer en fait la dynamique qui vient depuis le départ, quoi. En fait, le rôle des institutions, c'est de montrer que, en fait, l'art, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas genre, ah, c'est un artiste homme, ah, c'est une artiste femme. Enfin, en tout cas, moi, j'attends plus des institutions aujourd'hui et même des galeries. Les galeries, c'est encore, je suis désolée, mais il y a encore vraiment beaucoup de chemin. Il y a pas longtemps, j'étais complètement par hasard dans une galerie du Marais et en fait sur cet artiste il y avait une femme et je me suis dit mais en fait c'est pas possible que cette galerie là avec ce nom qu'elle a elle représente une seule personne artiste femme enfin et puis pour trouver le nom faut y aller hein. Voilà, je vous le dis pas hein. Enfin bref voilà c'était un exemple parmi tant d'autres. Oui, en fait, on voudrait que ça soit naturel et réel et concret. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qui ont accès plus que pour donner une image, quoi. Que ce soit réel, quoi. Et puis, sortir encore de cette tendance, comme tu disais, ce marketing, quoi. Enfin, moi, perso, j'en peux plus de voir la tête de Frida partout. Enfin, voilà, quoi. C'est pas juste une tendance, en fait, un métier. Oui. On va peut-être passer à la fin. Le temps tourne. Mais justement, là, c'est une question que je pose du coup à vous trois. Qu'on pose, pardon. Oui. Selon vous, quels sont les axes d'amélioration? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour chaque secteur? Enfin, c'est toute l'industrie, quoi. Tu veux ajouter quelque chose? Je vais peut-être pas bien reformuler ma question. C'est très bien, c'est très bien. Une grosse question. Oups, c'est un bide. Mais qu'est-ce que vous attendriez, par exemple? Moi, par exemple, j'aurais adoré qu'au conservatoire, justement, ou dans des écoles de musique, on ait un bagage. Ça va être un peu le main point de mon discours, mais d'avoir un bagage technique plus présent, en fait. Voilà. Ça serait, je pense, un pivot d'amélioration. Après, en termes de comment dire, je trouve plus mes mots. Non, il faut plus de visibilité, forcément. Il faut améliorer la visibilité dans les festivals, sur les scènes en général, donc de toutes les femmes dans justement des métiers aussi techniques, parce que il y a quand même pas mal aujourd'hui d'artistes chanteuses. Il y en a pas encore suffisamment d'artistes féminines, mais musiciennes. Après, il y a des artistes chanteuses, mais aussi bien juste des femmes, des programmatrices, directrices de salle. Enfin voilà, tous ces métiers aussi de l'ombre qui sont pas assez visibles. Et ça, donc améliorer la visibilité, ça c'est une chose. Améliorer donc la visibilité des métiers techniques, donc pour les femmes dans les écoles de musique, c'est ça, que je voulais dire pour résumer, pardon. Et enfin, sur les comportements, ça c'est important que les salles elles soient
qu'elles aient un vrai protocole en fait par rapport justement aux violences sexistes, sexuelles. Ça c'est vachement important. Voilà. Ça commence, mais qui est vraiment cette démarche faite, voilà, dans toutes les salles de concert, dans les festivals, partout en fait, on puisse, voilà, tout simplement diffuser plus ça. Voilà. Je réfléchis en même temps à d'autres points d'amélioration en même temps, mais allez-y si vous voulez parler. Oui, tu peux. Moi, je me dis, c'est pas très pragmatique ce que je vais dire, mais en fait, je me dis, toutes ces questions-là aussi, c'est des questions de représentation et de comment est-ce qu'on... Enfin, en fait, l'art, c'est le récit de gens de leur vie ou de leur expérience de vie. Et du coup, je me dis comment aussi on arrive à se dire, OK, il y a beaucoup de gens qui ont raconté leur propre expérience du monde et de ce que c'est que vivre. Et du coup, j'ai l'impression aussi en essayant de s'ouvrir réellement, en se disant, bah voilà, aujourd'hui, il y a d'autres gens qui proposent, et donc pas que les femmes, qui proposent d'autres récits de leur expérience du monde. Et ben si on arrive aussi à sortir un peu de ce conservatisme qui peut être sur les formes ou sur les récits, et ben là, peut-être qu'on arrivera à faire vraiment de la place pour de la diversité en disant, bah, en fait, c'est génial, c'est créatif, il y a d'autres choses à dire qui sont hyper excitantes, pour lesquelles on a de la curiosité, quoi. Donc, c'est pas très pragmatique, mais c'est une mentalité qui ferait du bien, quoi. Et toi? Ouais, bah pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que j'ai l'impression que le fait qu'il y ait plus de femmes qui fassent ce métier fait que ben du coup il y a un female gaze et que on voit les choses depuis leur point de vue et que du coup elles deviennent sujet et pas objet. Moi c'est un peu mon obsession de recherche, enfin même dans mon métier, dans ce que j'écris, mais le fait que notre valeur, enfin on nous a appris depuis toujours que notre valeur elle se situe dans le fait de se rendre désirable et pas de s'écouter. Et du coup c'est très difficile de sortir de ça, et c'est d'autant plus difficile que la pop culture entretient cette image-là, et même dans les films où il y a je sais pas, des good guys qui sont là avec soi-disant des good guys, ils ont toujours ce rapport, ça c'est très rare qu'il y ait un rapport de sujet à sujet et pas de sujet à objet, quoi. Et donc déjà d'avoir plus de female gaze, même si c'est des fois de female gaze par un homme, des fois il y a des hommes qui arrivent à faire ce chemin-là, ça c'est hyper important, rien que dans la représentation. Donc je rebondis sur ce que tu disais, et je sais que, alors moi, un truc qui m'avait marqué quand j'étais allée à une rencontre du collectif 50-50, c'est que, par exemple, en tant que réalisatrice, avant les écoles pour faire une école de cinéma, t'avais plus de femmes qui postulaient que d'hommes. Après, c'était 50-50. Après, pour le premier film, t'avais un peu plus d'hommes que de femmes. Après, pour le deuxième film, t'avais encore une part d'hommes plus grande. Troisième film, t'avais encore une part de femmes plus petites, quoi. Et du coup, c'est comment en fait elles se font éjecter au fur et à mesure, et comment en fait on leur donne moins la chance, comment elles doivent être parfaites directes, un peu ce que tu racontais, genre toi qui te faisais défoncer direct quand tu étais par ton prof, alors que les autres il y avait quelque chose où on les accompagnait plus. Donc après, je sais pas ce qui pourrait être mis en place, mais déjà que ce soit quelque chose qui soit peut-être plus conscientisé, je sais pas. Oui. Et je pense que pour moi, le plus urgent, c'est les violences sexistes et sexuelles. Et dans ce cas-là, c'est vraiment former les gens, former tout le monde, en fait, former les producteurs sur les plateaux. Mais ça commence déjà à être un peu mis en place, même si des fois c'est pas fait de manière très, pertinente et efficace. Mais en tout cas, d'aller dans cette démarche-là, ouais, je pense que c'est hyper important. Et aussi que le métier de coordinatrice d'intimité se fasse de plus en plus connaître pour les scènes de sexe entre deux personnes. Enfin voilà, des trucs comme ça, je pense que c'est ça que j'attendrais, moi, personnellement. Merci beaucoup à vous trois. Maintenant, je me demande si le public a peut-être une question. Non, vous avez pas de questions. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup quand même d'être là. Vous avez peut-être des choses à ajouter? Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir des recommandations culturelles, s'il vous plaît? Ouais. Ah, juste d'ailleurs, petite, parce que tu as parlé du female gaze, j'ai quand même envie de faire un petit clin d'œil. On a été censé avoir 4 intervenantes ce soir.
Megan Laurent, qui est photographe, travaille beaucoup sur le autoportrait. Enfin, non, c'est pas beaucoup, c'est son cœur de métier. Et le female gaze, justement. Donc, voilà. Je prends une petite pensée à elle, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. C'est formidable. On a besoin d'artistes. Moi, un bouquin qui m'a vachement marqué, enfin, un bouquin, c'est plutôt des BD, c'est de, à chaque fois, je prononce mal son prénom, Liv Stromkist, vous voyez? Oui, Les tout à Sentiments de fait. Prince Ah, bah, Charles, c'est La génial. rose la plus rouge s'épanouit. C'est vraiment, ça parle des relations hommes-femmes dans notre société. C'est un bouquin un peu de sociologie. Il se base sur plein d'auteurs, enfin, de sociologues hyper cool. Et vraiment, ça m'a trop marqué. Enfin, j'ai adoré. Et après, il y a, qui a écrit sur le female gaze beaucoup, qui s'appelle, j'ai eu un trou, je sais pas si ça va, Irène, Ah oui, mais moi aussi j'ai un trou. Mais Ouais. je vois. Avec les cheveux roses. oui, enfin, Enfin, il y a Ouais, longtemps. ouais. Oui, je sais plus. bon, J'ai un ça va me revenir, mais. Mais je ouais. pourrais te le donner, Gaston. Merci. Alors moi, c'est une vieille reco, mais voilà, pour parler du female gaze, comme tu l'as cité, Girls, franchement, cette série, voilà, hein, Ouais. pour moi, c'est une base qu'il faut faire connaître à plein de garçons. Enfin, c'est super important. Et pour le coup, c'est complètement des sujets à sujet. Voilà, femmes, il n'y a pas cette objectivation de la femme. Je pense à une BD. C'est La vie est une corvée. Alors je sais plus. Elle s'appelle Salomé. Quelque chose. J'arrive plus à me souvenir du nom. Mais bon, La vie est une corvée. Je vous recommande. C'est une BD très drôle qui m'a fait vraiment extrêmement rire et qui parle justement du point de vue des femmes artistes, autrices de BD justement, et voilà de comment on s'organise quand on est aussi chef d'entreprise et auto-entrepreneuse voilà dans la vie, et que c'est pas toujours facile. Et voilà, j'ai adoré. Voilà. Multicasquette. Et moi, pareil, c'est pas un truc qui vient de sortir, mais sur ces sujets-là, c'est un livre que j'adore, qui est pour une esthétique de l'émancipation d'Isabelle Alfonsi, et en fait, qui retrace toute la création artistique d'art visuel d'un peu des années 70 à aujourd'hui, et beaucoup sous un prisme queer et beaucoup sous le prisme de la sexualité. Et en fait, c'est trop bien parce que ça fait vraiment tomber toutes les stéréotypes qu'on a sur l'art des années 70, et ça nous montre vraiment ce qui s'y passait réellement, et comment aussi après dans l'histoire de l'art, on a beaucoup aplati certaines histoires en oubliant de mentionner les identités ou les récits de vie des artistes. Et c'est un livre qui est génial pour repenser comment on fait l'histoire de l'art, et comment nos ancêtres récents vivaient dans ce monde de l'art. J'ai trouvé le nom, c'est Iris Bray. Je Merci. sais pas pourquoi j'ai oublié. Ok. Iris Bray, j'en parle tout le temps, mais ouais, c'est Iris Bray. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. C'était super. Merci. Avec plaisir. C'est la fin de notre table ronde. Free audio post-production by alphonic.com.